Bonjour. Le thème de cette vidéo, c'est la dérivée de la fonction réciproque. Je commence par un rappel sur les droites. Alors ici, je vous donne une droite et son image par une droite D et son image D' par la symétrie d'axe Y égale X dans un repère orthonormé. La droite D, c'est la droite AB, elle passe par les deux points A et B. Alors A, on va dire que ses coordonnées sont XA, YA, et B, ses coordonnées sont XB, YB. La droite D, je vais prendre comme équation Y égale AX plus B. A, c'est le coefficient directeur, B, c'est l'ordonnée à l'origine. Vu que le point A appartient à la droite D, on a l'ordonnée de A, c'est A multiplié par XA plus B. Et comme le point B aussi appartient à la droite D, on a l'ordonnée du point B, c'est A multiplié par XB plus B. Si je calcule la différence, je trouve YB moins YA égale A multiplié par XB moins XA. B moins B, c'est 0. C'est-à-dire que le coefficient directeur de la droite, A, c'est la différence YB moins YA divisé par XB moins XA. Maintenant, pour la droite D', la droite D', elle passe par le point A', image de A, par la symétrie d'axe D, et elle passe par le point B', image de D, par rapport à la symétrie d'axe Y égale X. A, il a pour coordonnées XA, YA, donc les coordonnées de A', comme A' est le symétrique de A, les coordonnées, l'abscisse devient ordonnée et l'ordonnée devient abscisse. Donc A' a pour coordonnées YA, XA. Et B', c'est l'image de B par la symétrie d'axe Y égale X. Les coordonnées de B', ça va être YB, XB. Eh bien, le coefficient directeur de la droite D', comme on a fait ici, ça va être la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses de ces points-là. Donc ça va être XB moins XA divisé par YB moins YA. Et ceci, par rapport à A, c'est son inverse. XB moins XA divisé par YB moins YA, c'est 1 sur A. Et ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez une droite qui a un certain coefficient directeur A, son image par la symétrie d'axe Y égale X a pour coefficient directeur 1 sur A. Autre remarque, dire que la droite D a pour équation Y égale AX plus B, donc voici une droite. Si je prends un point A d'abscisse XA, YA sur cette droite, donc A d'abscisse XA, YA sur la droite D, si je prends le point B d'abscisse XB égale XA plus 1, c'est-à-dire, ici, l'abscisse, je monte de 1. Le point de la droite D, son ordonnée, ça va être YB. Donc voilà, YB, c'est, comme le point B est sur la droite, c'est A fois XB plus B. C'est A multiplié par, comme XB c'est XA plus 1 plus B, je trouve A fois XA plus B plus A. C'est-à-dire
YB égale A fois XA plus B, c'est YA, parce que le point A est sur la droite, donc son ordonnée c'est A fois XA plus B, donc ça c'est YA plus A. Donc l'ordonnée de B, c'est l'ordonnée de A plus A. Ça veut dire quoi? L'ordonnée de A, c'est ici. L'ordonnée de B, c'est YA, auquel j'ajoute A. Donc, lorsqu'on prend une droite d'équation Y égale AX plus B, si vous prenez un point sur cette droite, comment obtenir un autre point de la droite? Eh bien, vous faites augmenter X de 1, et à chaque fois que X augmente de 1, l'ordonnée augmente du coefficient directeur, augmente de A. On dit aussi que A, c'est la pente de la droite. Ici, dans cet exemple, le point A a pour coordonnée 4, 1. Le point B a pour coordonnée 6, 5. Le coefficient directeur de la droite D, c'est la différence des ordonnées, c'est 5 moins 1 divisé par 6 moins 4. 5 moins 1 c'est 4, 6 moins 4 c'est 2, ça fait 2. Et on peut voir que le coefficient directeur c'est égal à 2 de la manière suivante. Je prends ce point de la droite, je fais augmenter l'abscisse de 1, et lorsque l'abscisse augmente de 1, l'ordonnée, on voit qu'elle augmente de 2 pour obtenir un autre point de la droite D. Donc on voit directement que la pente, c'est 2. Pour la droite D', on a dit que le coefficient directeur de D', c'est l'inverse de A. Donc le coefficient directeur de D', c'est automatiquement l'inverse de 2, c'est-à-dire 1,5. Et vous voyez sur cette droite, lorsque x, je prends ce point, lorsque x augmente de 2, y, l'ordonnée augmente de 1, ça veut dire que lorsque x augmente de 1, l'ordonnée augmente de 1,5. Ou bien, si on veut, la droite D', elle passe par A', de coordonnée 1, 4, et elle passe par le point B', de coordonnée 5, 6. Le coefficient directeur, c'est 6 moins 4, divisé par 5 moins 1. 6 moins 4, c'est 2, 5 moins 1, c'est 4, c'est 1,5. Ce qui est très important à retenir, le résultat de tout ça, c'est que lorsque vous prenez une droite qui a un coefficient directeur A, si vous tracez son image par la symétrie d'axe y égale x dans un repère orthonormé, le coefficient directeur de la droite D', c'est 1 sur A. Si ici le coefficient directeur A, ici c'est 1 sur A. Ici j'ai tracé dans un repère orthonormé la droite d'équation y égale x, la courbe d'une fonction f, sa tangente D en un point A de coordonnées AB, et puis j'ai tracé la courbe de la fonction f-1. Donc la courbe de la fonction f-1, c'est l'image de la courbe de f par la symétrie d'axe y égale x, et j'ai tracé la droite D', la tangente à la courbe de f-1 au point A', image de A par la symétrie d'axe y égale x. Donc ici, on a une fonction f de A c'est B, et f-1 de B, f de A c'est B, et f-1 de B égale A. Donc le point A de coordonnée AB appartient à la courbe de f, le point A' de coordonnée BA appartient à la courbe de f-1. La question est la suivante. D'abord, quel est le coefficient directeur de la droite D? Le coefficient directeur de la droite D, eh bien, comme la droite D est tangente à la courbe de f au point d'abscisse A,
On sait que le coefficient directeur de la tangente, c'est la dérivée de f en 1. Le coefficient directeur de la droite D', eh bien, sachant que D est tangente à la courbe de f au point A, la droite D' va être tangente à la courbe de f-1 au point A', image de A. Puisque D' est tangente à la courbe de f-1 au point A' d'abscisse B, le coefficient directeur de la droite D', c'est la dérivée de la fonction f-1 en B. C'est la dérivée de la fonction f-1 en B. Or, D' est l'image de D par rapport à cette droite. Ce que j'ai dit tout à l'heure, D' étant image de D, son coefficient directeur, c'est l'inverse du coefficient directeur de D. Donc, c'est aussi l'inverse du coefficient directeur de D. Le coefficient directeur de D, c'est f' de A. Ceci nous donne la dérivée de f-1 en B, donc f-1 elle part de B. La dérivée de f-1 en B, c'est l'inverse de la dérivée de f en A. Bien sûr, ce que j'ai dit n'a de sens que si d'abord f admet une fonction réciproque, première condition, puisqu'on parle de f-1. Deuxième condition, c'est que f est dérivable en A, sinon ce que j'ai écrit n'a pas de sens, et en plus, la dérivée en A est non nulle. D'où le théorème suivant. On va dire soit f, une fonction, d'abord on va prendre une fonction qui admet une réciproque, donc on va dire soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i. Ceci justifie l'existence de la réciproque. Soit A dans l'intervalle i, on suppose que f est dérivable en A et que la dérivée de f en A est différente de 0. Alors, f admet une réciproque f-1 dérivable en B égale f de A et la dérivée de f-1 en B, c'est l'inverse de la dérivée de f en A. C'est-à-dire, la dérivée de f-1 en B, c'est l'inverse de la dérivée de f en A, c'est f-1 de B. Donc, au lieu d'écrire A, j'écris f-1 de B. Ceci nous conduit au théorème suivant. On va dire soit f une fonction dérivable et strictement monotone sur un intervalle i tel que pour tout x appartenant à i, donc au lieu de prendre une valeur a précise, on va généraliser pour tout x de i, la dérivée de f en x différente de 0. Alors, f admet une réciproque f-1 dérivable
sur l'intervalle J égale f de I. Donc ici, on donne une fonction f I, J. F admet une réciproque parce que, étant dérivable, elle est continue. Continue strictement monotone, elle admet une réciproque. Sa réciproque va être dérivable et si je prends Y dans J, la dérivée de f, si on pose, pour tout Y en J, si on pose x égale f moins 1 de Y, alors la dérivée de f moins 1 en Y, c'est l'inverse de la dérivée de f en x. C'est-à-dire, la dérivée de f moins 1 en Y, c'est 1 sur la dérivée de f en x, c'est f moins 1 de Y. Voici ce théorème. Et en termes de fonction dérivée, la fonction dérivée de f moins 1, c'est 1 sur f' rond f moins 1. Voici les théorèmes. On va maintenant les appliquer. Dans cet exercice, je vous propose la fonction f définie sur moins pi sur 2 dans R qui a x associé pour image tangente x. On va montrer que f admet une réciproque, que sa réciproque est dérivable sur R, et on va calculer la dérivée de la fonction réciproque. La réciproque, on va l'appeler g. On va montrer que pour tout x dans R, g de x plus g de moins x égale 0, et que pour tout x strictement positif, g de x plus g de 1 sur x égale pi sur 2. On commence d'abord par la première question. On va étudier les variations de f. On sait que f est dérivable sur moins pi sur 2, et que f' de x, c'est 1 plus tangente carré x. 1 plus tangente carré x est strictement positif. On connaît la fonction tangente de moins pi sur 2 à pi sur 2. Elle n'est pas définie ici. Et là, la dérivée est strictement positive. La fonction f croît de moins l'infini à plus l'infini. On va montrer que f admet une réciproque dérivable. On va dire que, en appliquant le deuxième théorème, f est dérivable strictement croissante sur moins pi sur 2, et pour tout x de moins pi sur 2, f' de x est différent de 0, puisque 1 plus tangente carré x, c'est toujours différent de 0. C'est strictement positif, même strictement supérieur ou égal à 1. Donc, f admet une réciproque g dérivable sur R. On va calculer g' de x pour x appartenant à R. Donc, la fonction f, elle va de moins pi sur 2 dans R. Sa réciproque, je l'appelle g. Si on me dit calculer g' de x pour x dans R, c'est que x, je le prends ici. Son antécédent, je vais l'appeler y. Donc, je vais prendre x dans R. G de x, je l'appelle y. Ceci veut dire que y est dans l'intervalle moins pi sur 2, et f de y égale x. Et f de y est égal à x veut dire que tangente y, c'est x.
Alors pour calculer la dérivée de g en x, on sait que la dérivée de g en x, c'est l'inverse de la dérivée de f en y. C'est le théorème que j'ai énoncé tout à l'heure. L'inverse de la dérivée de f en x, généralement, c'est 1 plus tangente carré x. En y, c'est 1 plus tangente carré y. Il faut maintenant exprimer g' de x en fonction de x. Donc il ne faut plus que ce soit en fonction de y. G' de x, c'est 1 sur 1 plus. Comme tangente y, c'est x, tangente carré y, c'est x2. Donc pour x dans R, g' de x, c'est 1 sur 1 plus x2. Donc on n'a pas l'expression de g de x en fonction de x, on ne peut pas expliciter g de x, mais on a l'expression de g' de x. On va passer à la deuxième question. On va montrer que pour tout nombre réel x, g de x plus g de moins x égale 0. Pour cela, on va poser h de x, g de x plus g de moins x pour x appartenant à R. On va démontrer que h est une fonction constante d'abord. On va montrer que h est dérivable et que h' de x égale 0. H' de x égale 0, donc h est constante. Puis, on va chercher cette constante pour montrer que h de x c'est égal à 0. D'abord, est-ce que h est dérivable sur R? La réponse, c'est oui, parce que g est dérivable sur R. Et la fonction qui a x associe g de moins x, c'est une composée de deux fonctions dérivables. Donc, on prend x dans R, on cherche moins x. La fonction qui est x associe moins x est dérivable sur R, et moins x est dans R. Comme g est dérivable sur R, la composée va être dérivable. Donc on va dire que h est dérivable sur R, comme étant, ici c'est une composée, et somme, là, de fonctions dérivables. Et pour tout x de R, comment je calcule h' de x? C'est la dérivée d'une somme, donc la somme des dérivées, c'est g' de x, plus la dérivée de g de moins x. C'est la dérivée d'une fonction composée, c'est la dérivée de g en moins x fois la dérivée de moins x. La dérivée de moins x, c'est moins 1. G' de x, c'est 1 sur 1 plus x2, moins la dérivée de g, au lieu de prendre x, je prends moins x, ça va être 1 sur 1 plus moins x au carré, c'est 1 plus x2. Et 1 sur 1 plus x2 moins 1 sur 1 plus x2, c'est 0. Donc g est constante sur R. Je vais calculer g de 0. H est constante sur R. Je vais calculer h de 0. H de 0, c'est g de 0 plus g de 0. G de 0, c'est 0. On sait que f de 0, c'est tangente 0, c'est 0. Donc, f de 0, c'est 0. Donc, g de 0 égale 0. Ceci implique, ou équivalent à g de 0 égale 0. G de 0, c'est 0. 0 plus 0, c'est 0. Une fonction constante et l'image de 0, c'est 0. Conclusion, pour tout x dans R, h de x est égal à 0, c'est-à-dire g de x plus g de moins x est égal à 0. Ceci répond à la question. Pour la dernière, on va faire pareil. On va appeler L de x, par exemple, la fonction g de x
plus g de 1 sur x. On pose L de x égale g de x plus g de 1 sur x pour x strictement positif. La fonction g est dérivable, sa dérivée la voici. La fonction kx associe g de 1 sur x est dérivable. Bon, ici je vais détailler un peu plus. Je vais dire que la fonction x associe 1 sur x est dérivable sur 0 plus l'infini. Comme g est dérivable sur R, alors la fonction kx associe g de 1 sur x est dérivable sur 0 plus l'infini comme étant composé de fonctions dérivables. Donc ici, x est dans 0 plus l'infini, j'associe 1 sur x. 1 sur x appartient à R, bien sûr. Comme g est dérivable sur R, donc la composée est dérivable. Donc, ici, le lien ne pose aucun problème. 1 sur x est dans R, et g est dérivable sur R. Et par suite, la fonction L est dérivable sur 0 plus l'infini comme étant somme de fonctions dérivables. Et pour x strictement positif, L' de x, la dérivée de g de x, plus la dérivée de g en 1 sur x, plus la dérivée de g de 1 sur x, c'est la dérivée de g en 1 sur x, multipliée par la dérivée de 1 sur x. C'est-à-dire, L' de x, c'est g' de x, c'est 1 sur 1 plus x2, plus la dérivée de g en 1 sur x. Donc, au lieu de prendre x, je prends 1 sur x, c'est 1 sur 1 plus 1 sur x au carré, c'est-à-dire 1 sur x2, fois la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2. Ça fait 1 sur 1 plus x2. Moins 1 multiplié par 1, c'est moins 1. x2 fois 1, c'est x2. x2 fois 1 sur x2, c'est 1. Et tout ça, ça me donne 0. Conclusion, la fonction L est constante sur 0 plus l'infini. On va chercher la valeur de la constante. Eh bien, il suffit de voir que f de pi sur 4, par exemple, c'est tangente pi sur 4, c'est 1. Pi sur 4 a pour image 1. Ceci me donne que g de 1, c'est pi sur 4. Et par suite, si je calcule L de 1, L de 1, c'est g de 1 plus g de 1 sur 1. G de 1, c'est pi sur 4, plus pi sur 4, je trouve pi sur 2. Donc la fonction L est constante sur 0 plus l'infini. L de 1, c'est pi sur 2. Conclusion, pour tout x, je vais écrire ici la conclusion. Conclusion, pour tout x strictement positif, L de x, c'est pi sur 2, c'est-à-dire g de x plus g de 1 sur x est égal à pi sur 2. On peut démontrer aussi que
pour tout x strictement négatif, g de x plus g de 1 sur x, c'est moins pi sur 2 pour x négatif. La démonstration est la même ici, jusqu'à ce niveau, mais on va calculer f de moins pi sur 4. C'est tangente moins pi sur 4, c'est moins 1, et L de moins 1, c'est g de moins 1 plus g de moins 1, c'est moins pi sur 4, moins pi sur 4, c'est moins pi sur 2. Donc, on trouve moins pi sur 2. Voici ce premier exercice. Dans cet exercice, on considère la fonction définie sur 0 pi sur 2 par f de x égale 1 sur cosinus x. L'intervalle est fermé en 0, ouvert en pi sur 2. On va étudier les variations de f. On va montrer que f admet une fonction réciproque et on va étudier la dérivabilité de la fonction réciproque et on va définir la dérivée de la fonction réciproque. Bon, pourquoi on a pris 0 pi sur 2? Parce que sur 0 pi sur 2 ouvert, cosinus x est entre 0 et 1. Comme x est différent de pi sur 2, cosinus x est non nul. Donc 1 sur cosinus x est défini. Et bien la fonction cosinus étant dérivable sur 0 pi sur 2 et non nulle, la fonction f est dérivable sur l'ouvert, sur 0 pi sur 2, fermé en 0, et f' de x égale, alors la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u2, donc sur cosinus carré x, moins la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Donc moins sinus x, ça fait sinus x. Et si je veux dresser le tableau de variation de f sur 0 pi sur 2, c'est le signe de sinus x ici. Sinus x entre 0 et pi sur 2, c'est positif, sauf que la fonction sinus s'annule en 0. Sinus 0, c'est 0. Donc ça, c'est f' de x. Et f croît en 0, f de 0, c'est 1 sur cosinus 0, c'est 1. Et en pi sur 2, lorsque x est proche de pi sur 2, par valeur inférieure, cosinus x est proche de 0, par valeur supérieure, cosinus x est positif. Cosinus x tend vers 0, plus l'inverse, c'est plus l'infini. Voici le tableau de variation de f. Pourquoi est-ce que f est réciproque? Tout simplement parce que c'est une fonction continue strictement croissante. Donc on va dire que f est continue et strictement croissante sur 0 pi sur 2, donc f est une bijection de 0 pi sur 2 sur son image f de l'intervalle 0 pi sur 2, et l'image de l'intervalle 0 pi sur 2 c'est 1 plus l'infini. Donc f admet une réciproque que j'appelle G, définie sur 1 plus l'infini. Donc voilà, ici c'est f défini sur 0 pi sur 2 et à valeur dans 1 plus l'infini. Ici, la réciproque, elle existe. Et on l'appelle G. Maintenant, est-ce que G est dérivable sur 1 plus l'infini? Pour que la réciproque soit dérivable, il faut que f soit dérivable et avec une dérivée non nulle.
f est dérivable avec une dérivée non nulle, il faut enlever le 0 ici, parce que la dérivée de f en 0, c'est 0. Donc on va écrire f est dérivable sur l'ouvert 0 pi sur 2 et f' de x différent de 0. Donc g est dérivable sur l'image de l'ouvert 0 pi sur 2, donc sur l'ouvert 1 plus l'infini. On va calculer g' de x pour x dans l'ouvert 1 plus l'infini. Donc si je prends x dans l'ouvert, soit x dans 1 plus l'infini, g de x, je l'appelle y. Ceci veut dire que y est dans l'ouvert 0 pi sur 2 et f de y est égal à x. Le théorème nous dit que la dérivée de g en x, c'est l'inverse de la dérivée de f en y. C'est-à-dire 1 sur la dérivée de f en y, c'est sinus y sur cosinus carré y. L'inverse, ça va être cosinus carré y divisé par sinus y. Le problème maintenant, c'est d'exprimer ceci en fonction de x. Le lien, on l'a ici. F de y, c'est égal à x. Ça veut dire f de y, c'est 1 sur cosinus y qui est égal à x. Ou encore, cosinus y, c'est 1 sur x. Cosinus y, c'est 1 sur x, donc cosinus carré y, c'est 1 sur x2. Là, c'est résolu. Il nous reste sinus y. Eh bien, sinus carré y plus cosinus carré y, c'est 1, nous donne sinus carré y plus cosinus carré y, c'est 1 sur x2, qui est égal à 1. Sinus carré y, c'est 1 moins 1 sur x2, c'est-à-dire x2 moins 1 sur x2. Comme y est entre 0 et pi sur 2, on a sinus y strictement positif. Y entre 0 et pi sur 2, donc l'ouvert ici, le sinus est positif. Et x, il est plus grand que 1, x2 moins 1 est positif aussi. Donc tout ce nombre est positif. Donc, sinus y, c'est la racine carrée de x2 moins 1 sur x2, c'est-à-dire sinus y, c'est racine de x2 moins 1 divisé par x. X, il est plus grand que 1, strictement, il est positif. Et finalement, pour x dans l'ouvert 1 plus l'infini, g' de x, c'est cosinus carré y, c'est 1 sur x2, divisé par sinus y, c'est racine de x2 moins 1 sur x, c'est-à-dire 1 sur x2, multiplié par x sur racine de x2 moins 1, g' de x, c'est 1 sur x racine de x2 moins 1. Ceci, c'est pour x dans l'ouvert 1 plus l'infini. Voilà la dérivée de g sur l'ouvert. Mais pour le moment, rien ne dit que g n'est pas dérivable en A. La question est-ce que g est dérivable en A? Eh bien, si on trace la courbe de g et la courbe de f dans un repère orthonormé, alors ici c'est pi sur 2, c'est à peu près 1,57.
f de 0 c'est 1, et la courbe de f admet une tangente horizontale, la fonction est strictement croissante, son allure c'est ça. Ça c'est la courbe de f. Si je veux tracer la courbe de g, je n'ai qu'à tracer d'abord la droite d'équation y égale x. G de 1 c'est 0, donc l'image de 1 c'est 0. La courbe de f admet en ce point une demi-tangente horizontale, donc la courbe de G va admettre une demi-tangente verticale. La courbe de f admet une asymptote horizontale, verticale d'équation x égale pi sur 2. La courbe de G va admettre une asymptote horizontale d'équation y égale pi sur 2. F est strictement croissante, G aussi est strictement croissante. Donc la courbe de G admet au point d'abscisse 1 une demi-tangente verticale. Donc G n'est pas dérivable en 1. Ceci, c'est une lecture graphique. Si on veut faire une démonstration par le calcul pour la dérivée de la fonction réciproque en 1, on va faire la chose suivante. Alors, f est défini sur 0 pi sur 2 dans l'intervalle 1 plus l'infini. Voici sa réciproque G. G de 1, c'est 0 dans la réciproque donc. Et on veut étudier par le calcul la dérivée de G en 1. À droite en 1, parce que G est défini à droite en 1. Donc notre problème, c'est de chercher la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de G de x moins G de 1 sur x moins 1. Eh bien, si x est voisin de 1, si x tend vers 1, G de x, je vais l'appeler y. Donc je vais poser y égale G de x pour x plus grand que 1. Alors, lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure, quelle est la limite de G de x? X tend vers 1, G de x, il va tendre vers G de 1. Pourquoi ceci est vrai? Ceci utilise la continuité de G en 1. Et G est bien continu en 1, à droite. Parce que G étant la réciproque de f étant continue strictement croissante, eh bien G est continu et strictement croissante sur 1 plus l'infini. C'est la réciproque d'une fonction continue et strictement croissante. Ainsi, si x tend vers 1, G de x tend vers G de 1. Ici, j'ai utilisé la continuité de G à droite en 1. G de 1 par valeur supérieure ou à valeur inférieure. Eh bien, x tend vers 1 plus, c'est-à-dire x est plus grand que 1. G est strictement croissant, G de x est plus grand que G de 1. C'est-à-dire G de x tend vers G de 1 par valeur supérieure. G de x, je l'ai appelé y. G de 1, c'est 0, donc y tend vers 0 plus. Y, donc vous voyez, G de 1, c'est 0, G de x, c'est y,
x tend vers 1, y, il va tendre vers 0, en utilisant la continuité de la réciproque. Ainsi, la limite, quand x tend vers 1, de g de x moins g de 1 sur x moins 1, si la limite, g de x, je l'ai appelé y, g de 1, c'est 0, divisé par x, c'est f de y, moins 1, c'est f de 0. Et la variable y, elle tend vers 0 plus. Ceci me donne la limite quand y tend vers 0 plus. Je divise par y moins 0 en haut et en bas, donc 1 sur f de y moins f de 0 sur y moins 0. La limite quand y tend vers 0 de f de y moins f de 0 sur y moins 0, c'est la dérivée de f en 0. La dérivée de f en 0, c'est 0. Donc, ce nombre, il tend vers 0. C'est à 0 plus ou en 0 moins. Eh bien, y tend vers 0 plus, y est plus grand que 0. Donc, ça, c'est positif. Comme f est croissante, y est plus grand que 0. F de y est plus grand que f de 0. Donc, f de y moins f de 0 aussi, il est positif. Donc, ce nombre, il tend vers 0 en étant positif. La limite, c'est plus l'infini. La limite de g de x moins g de 1 sur x moins 1, c'est plus l'infini. Conclusion, g n'est pas dérivable à droite en 1. Et la limite en 1 plus étant plus l'infini, ça confirme la demi-tangente verticale dirigée vers le haut de la courbe de la fonction g. Merci d'avoir suivi.